Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christian Loupeda. Je suis le directeur pour le Crédit avec Éducation Afrique et Asie à Freedom from Hunger. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici et pouvoir faire cette présentation aujourd'hui. Donc je vais tout d'abord commencer par vous remercier, vous qui êtes là, et donc à l'écoute et connecté pour participer à cette présentation. Et particulièrement remercier l'AFMIN et son directeur exécutif, M. David Serge Azakwame, qui a vraiment poussé et travaillé avec nous pour organiser cet événement. Ce sera donc une semaine, j'imagine, intéressante, j'imagine pour vous, en tout cas pour nous. Et je voudrais mentionner qu'à Freedom from Hunger, nous sommes vraiment contents de collaborer pour la tenue de cette conférence. Collaborer donc avec l'AFMIN pour ça, et nous espérons que ce sera une semaine pleine d'apprentissage, d'échanges d'expériences, et je pense qu'on va bien s'amuser tout en travaillant. J'espère que vous avez eu l'occasion de visiter le site de la conférence, comme j'avais suggéré dans l'email que j'ai envoyé, en vous envoyant votre identifiant et votre mot de passe. Donc, pour ceux qui l'ont pas encore fait, allez sur le site, présentez-vous en cliquant sur faisons connaissance, et ça donnera l'occasion de voir qui est là et faire meilleure connaissance. Je voudrais vous encourager donc pour une participation très active au cours de cette semaine. Si vous pouvez dégager 1 heure à 2, si possible, tous les jours pour visiter le site de la conférence, voir les contributions qui sont là, y répondre, donner votre point de vue, ce sera vraiment bien. Sachez que le succès de ce genre de conférence dépend de la pleine et active participation de chacun des participants. Donc, je compte sur vous pour ça. Avant donc de commencer la présentation en elle-même, je voudrais faire un petit aperçu de la semaine, des différentes activités. Dans quelques minutes, donc, je vais faire la présentation en direct, donc, sur le thème la microfinance, une plateforme pour des impacts plus grands, relatant les expériences de Freedom from Hunger à travers le travail de ses partenaires en Afrique. Nous allons avoir donc, cette présentation sera bien sûr suivie de questions de clarification que j'aurai le plaisir d'adresser. Et ensuite, à partir de demain, nous allons engager donc les discussions en ligne. Sur 2 jours, nous allons discuter donc mardi et mercredi de la justification de faire des services intégrés, de combiner microfinance et services non financiers. Donc, ce sera donc, je lancerai donc la discussion, et je vous invite à y répondre, à donner votre point de vue sur non seulement ce que j'aurais écrit, proposé, mais aussi sur les points de vue des autres participants. Jeudi et vendredi, un autre thème de discussion sera donc basé traitera donc des défis et des opportunités des services intégrés. Donc même chose, un lancement par moi-même, et puis les contributions de la part des partenaires. Je voudrais donc terminer cette
cette introduction en vous demandant de ne pas hésiter à m'envoyer un email s'il y avait un problème de connexion, vous n'arrivez pas à aller sur le site ou toute autre chose liée à votre participation. N'hésitez pas à envoyer moi un email et avec mes collègues, nous allons essayer de voir comment vous aider à y répondre. Donc, nous allons démarrer la présentation. Donc, la microfinance comme une plateforme. Donc, tout d'abord, je pense qu'il serait bien de dire quelques mots sur qui est Freedom from Hunger. Donc, nous sommes une organisation internationale dont le but est de proposer donc des solutions innovantes et durable face aux problèmes de la faim chronique et de la pauvreté dans le monde. Sur la carte, donc, à votre droite, vous voyez donc les pays, les régions en Afrique où l'organisation a le plus travaillé, avec une très forte concentration en Afrique de l'Ouest. Effectivement, au cours des 20 dernières années, l'organisation a mis beaucoup d'accent sur cette région. Et là, avec cette expérience, nous sommes en train de voir comment nous étendre dans les autres parties de l'Afrique. Pourquoi combiner la microfinance aux services non financiers? Je vais adresser ça tout d'abord du point de vue des clients. Il est clair que la pauvreté a de multiples facettes. Plusieurs approches donc sont nécessaires pour la combattre. La microfinance donc apparaît comme une de ces nombreuses stratégies ou approches pour combattre la pauvreté. Il s'avère logique qu'essayer de résoudre une série de problèmes ou répondre à plusieurs besoins en même temps entraîne en général plus d'effets et plus d'impact. Ceci en tout cas prouvé à travers le travail que Freedom from Hunger a pu faire avec ses partenaires un peu partout dans le monde. Et ceci a été aussi supporté par des recherches dans le domaine de l'intégration de la microfinance et des services non financiers. En effet, donc, nos recherches nous ont permis de démontrer que combiner microfinance et éducation, parce que les recherches ont porté sur une technologie spécifique des services intégrés, donc le crédit avec éducation, dont je parlerai plus en détail plus tard. Donc les recherches ont montré que ça permet une amélioration des pratiques de santé et de nutrition en général, des pratiques améliorées en termes de gestion de l'entreprise. Donc, les bénéficiaires avaient de meilleures attitudes donc, pour gérer leur micro-entreprise et surtout de meilleures décisions financières dans les ménages. Je passe au diapo suivant. Pour traiter la même question, la justification donc de la microfinance, de combiner la microfinance aux services financiers, mais cette fois-ci du point de vue des institutions de microfinance. Toujours sur la base de l'expérience que nous avons pu avoir, et en se basant donc sur l'expérience du crédit avec éducation, encore une fois, on a vu que la connaissance reçue à travers les sessions d'éducation bénéficie non seulement aux clients, à leur famille, particulièrement les enfants, à la communauté, mais aussi aux institutions de microfinance. Par exemple, nous avons vu pour la plupart des réseaux de coopératives d'Afrique de l'Ouest avec lesquels nous travaillons surtout, le crédit avec éducation, donc les services intégrés, sont une manière de toucher une nouvelle cible.
une cible qu'ils n'auraient pas pu atteindre avec leurs produits existants. Et donc, ça leur permet de toucher des cibles plus pauvres. Par exemple, une organisation comme le PADME au Bénin, les services intégrés les ont aidés à aller en zone rurale où la pauvreté est plus aiguë. Nous avons conduit des recherches au Ghana et au Pérou qui ont montré que les séances d'éducation ont permis aux clients d'augmenter leur attitude de gestion et leur productivité en général. Donc, il s'agit des séances d'éducation dans le domaine de la micro-entreprise, focalisant sur différents thèmes tels que augmenter les ventes, comment faire du profit, comment choisir son entreprise. De même, l'éducation en santé a eu des impacts positifs sur la santé des clients et sur celle de leurs enfants, ce qui les emmène à passer plus de temps sur leur micro-entreprise. Donc tout ça mis ensemble permet d'avoir donc des clients plus productifs, qui ont plus de succès dans leur entreprise. Donc, ce qui veut dire un meilleur taux de remboursement, donc un meilleur portefeuille pour l'institution, une rétention de la clientèle plus intéressante, une diversification donc de la clientèle donc pour l'institution, l'amélioration de la qualité de son portefeuille et in fine une meilleure image dans la communauté. Le diapo suivant montre un schéma qui nous permet donc d'illustrer comment nous voyons l'intégration des services financiers avec les services non financiers, utilisant bien sûr la microfinance comme plateforme. Ici, le train représente, donc la locomotive représente l'institution de microfinance. Les rails sont le moyen d'y arriver, le moyen d'arriver à destination. Et cette destination ici, c'est les clients. Les wagons de chargement représentent la diversité de services qui peuvent être fournis aux clients. L'éducation et d'autres types de services. Et on voit bien que transporter seulement le crédit ou bien même l'épargne ne permet pas de tirer pleinement profit de ces rails, de ce chemin de fer. Les institutions de microfinance ont donc la possibilité d'utiliser cette infrastructure qu'ils ont, le fait de pouvoir aller dans les communautés, former des groupes et donner du crédit, de pouvoir utiliser ça pour fournir des services complémentaires, donc d'éducation, de relations avec d'autres services. Il est clair que les pauvres ont besoin de connaissances pour une meilleure gestion de leur micro-entreprise, ainsi que sur des pratiques de meilleure santé pour mieux utiliser leurs prêts. Mais il faut se dire qu'il y a une limite parce qu'on ne peut pas augmenter les wagons de chargement de manière indéfinie, c'est-à-dire augmenter des services complémentaires à l'infini. Pourquoi? Parce que chaque service additionnel a un coût et qui est probablement chargé aux clients et les clients, les pauvres, ne peuvent pas payer tout ça. Il faut que le service soit rentable, le service intégré soit rentable et plus on en ajoute, moins de chances de rentabilité on a ou alors plus de temps ça prendrait pour être rentable. Et trop de wagons de chargement font simplement empêcher le train de bouger. Donc, clairement, trop de services additionnels vont poser des problèmes de coordination sur le terrain et de confusion au niveau de la clientèle. Je vais sur le diapo suivant.
Donc, sur le diapo suivant, un autre schéma qui nous permet d'illustrer un peu comment nous voyons les différents composants des services intégrés jouer pour avoir des impacts plus importants. Donc, supposons que là, nous ayons une institution capable d'opérer à grande échelle et de manière pérenne. Cette institution qui offre déjà des services financiers, donc c'est la deuxième boîte. Et ces services financiers sont accompagnés d'éducation informelle, de produits et aussi d'autres services, disons, services de santé que l'IMF va mettre à disposition en relation peut-être avec des prestataires de services. Et tout ça doit être bien sûr donné de manière combinée de manière coordonnée pour avoir les résultats attendus. Et donc en termes de résultats, immédiats, les services financiers, l'offre de services financiers va probablement permettre un meilleur contrôle des entrées financières des ménages, donc moins de heures et de hauts et de bas. L'éducation en gestion de la micro-entreprise va permettre des micro-entreprises plus rentables. L'éducation santé, de meilleures pratiques de santé. Et puis, il y a d'autres types de retombées qui ne sont pas liées à une composante spécifique comme un capital social accru, une confiance en soi accrue, qui vient souvent de la dynamique du groupe et de la combinaison de plusieurs facteurs. Et bien sûr, dans le long terme, tout ça permet un meilleur accès aux ressources et donc une meilleure sécurité alimentaire en général, qui est une mesure importante de sortie de la pauvreté. Sur ce diapo, je voudrais juste brièvement parler du crédit avec éducation, comme je l'ai mentionné auparavant, mais avant une petite définition de ce que nous entendons par les services intégrés, dont le crédit avec éducation est une méthodologie particulière. Donc, il s'agit de multiples services livrés délibérément aux mêmes utilisateurs de manière coordonnée afin d'atteindre des impacts positifs. J'aimerais juste commenter les mots soulignés. Donc, il faut que ce soit des services multiples. C'est pas un seul, c'est au moins 2 ou 3. Donc, le mot délibéré, délibérément ici est important également. Parce qu'il faut que ça n'arrive pas, ça ne doit pas arriver par accident, mais c'est coordonné, c'est planifié, c'est programmé, intentionnel. Ça doit concerner les mêmes utilisateurs, absolument, sans quoi ce n'est pas intégré. Il faut que ces services visent les mêmes utilisateurs. De manière coordonnée, je l'ai dit auparavant, et l'objectif c'est d'avoir des impacts positifs. Donner plus de services, l'idée derrière c'est d'avoir des impacts plus positifs. Et donc le crédit avec éducation ici, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est basé sur la méthodologie des banques villageoises, donc pour les services financiers. Donc, des prêts sont offerts à des groupes, l'épargne, la possibilité d'épargne est offerte, il y a la notion de garantie mutuelle dans les groupes, et puis l'innovation apportée par le crédit avec éducation, c'est que les clients participent donc à des séances d'éducation informelle pour les adultes, dont le but est d'encourager et de soutenir des changements de comportement.
C'est ça l'élément important, la caractéristique la plus importante du crédit avec éducation. Le diapo suivant donc me permettra de parler brièvement des caractéristiques de l'approche des séances d'éducation. J'ai énormément parlé de l'éducation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, caractéristique première importante, c'est basé sur des groupes. Donc, ça repose donc sur la dynamique du groupe, le fait qu'il y ait un groupe qui se réunisse périodiquement. C'est un avantage important. Basé sur le partage d'expériences, donc par le dialogue, donc mené de manière à ce que les membres du groupe se communiquent et échangent leur expérience de vie. C'est pratique parce que ça vise à résoudre des problèmes très ponctuels en partant de ce qui existe, ce que les membres savent et essayant de les emmener vers de nouvelles pratiques. Basé sur le dialogue, les participants, les membres des groupes n'ont pas besoin de savoir lire ni écrire. Donc, tout est basé sur le dialogue avec un facilitateur. Ça doit être rapide, pas plus de 30 minutes, moins, si possible, parce que il ne s'agit pas de prendre trop de temps des participants. Et c'est approfondi. Le même thème est regardé sous plusieurs angles et à travers plusieurs séances, en général entre 7 et 12 séances. Et ce qui est bien, c'est que tout ça, ça peut être ajouté à toute méthodologie de groupe, méthodologie de services financiers de groupe. Quelques mots rapides sur les grands domaines, les grands types de thèmes d'éducation que nous avons à disposition à Freedom from Hunger. Donc, il y a la santé et la nutrition, la gestion de la micro-entreprise et la gestion des finances du ménage. Tout juste pour mentionner aussi que le thème du paludisme, donc sous la catégorie santé et nutrition, est très très important, a été beaucoup utilisé notamment en Afrique de l'Ouest, de même que le thème sur la diarrhée également. J'aimerais parler un peu des différentes approches institutionnelles de l'intégration. Pardon. À quoi cela ressemble donc dans le contexte d'une IMF? Nous avons identifié essentiellement 3 types d'approches institutionnelles. La première, c'est celle que nous appelons l'approche liée. Il s'agit donc, lorsque nous avons différentes organisations, du personnel différent pour livrer le service et les mêmes utilisateurs. Ce que c'est que les services financiers sont offerts par possiblement une institution de microfinance et les services non financiers par une autre organisation spécialisée dans un domaine spécifique. Ce genre d'approche est utilisé essentiellement lorsque nous avons plusieurs institutions spécialisées dans divers domaines dans la zone, qu'on peut donc utiliser et coordonner leur action pour viser un même groupe. Le défi pour ça, bien sûr, c'est la coordination entre les différentes institutions et qui ont donc du staff différent. Donc, il faut pouvoir les coordonner, s'assurer que tout se passe sans heurts sur le terrain. Mais le bénéfice de ça, c'est que nous avons l'opportunité d'utiliser donc des institutions qui sont spécialisées dans ce domaine, donc qui pourraient avoir plus, donner plus de qualité dans ces services. Un exemple de ce genre d'arrangement institutionnel est donc
le Small Enterprise Foundation, CEF, qui est une institution de microfinance en Afrique du Sud, qui est en collaboration avec une ONG du nom de Rural AIDS and Development Action Research Program, RADAR, donc qui est spécialisé plus dans les questions de violence domestique, VIH, SIDA et les questions de genre. Donc, CEF donne le service financier et pendant les réunions des services financiers, les réunions de remboursement, des agents de radar viennent pour donner une éducation sur les thèmes que je viens de mentionner. L'autre approche que j'aimerais partager avec vous sur le plan institutionnel, donc c'est l'approche dite parallèle. Et là, c'est lorsqu'on a une même organisation, mais des personnels d'intervention différents et bien sûr les mêmes utilisateurs. Ça, cette approche est souvent utilisée lorsque nous avons des organisations mettons des ONG qui ont plusieurs types d'interventions intervenant dans plusieurs domaines et qui ont donc la possibilité d'utiliser du staff spécialisé dans ces différents domaines. Le défi pour ça, donc, c'est que c'est assez cher parce qu'il faut pouvoir subventionner tous ces services parallèles, en plus donc de mener le service financier. Et par contre, en termes de bénéfices, c'est la même organisation donc, qui est responsable des résultats, donc qui est donc capable de partager sa vision avec ses différents intervenants spécialisés dans leur domaine et en vue de donner donc d'assurer un impact plus important. Donc le fait que ce soit la même organisation qui soit responsable du résultat final est un avantage très très important. À titre d'exemple, World Vision, dans les différents pays, donc les bureaux nationaux de l'organisation collaborent avec les institutions de microfinance de leur réseau et qui donnent donc les services financiers au groupe et en même temps les programmes de développement régionaux, donc toujours relevant de World Vision, viennent donner d'autres types de services, d'éducation, de services de santé et autres. Le dernier aspect, donc la dernière approche institutionnelle, donc c'est l'approche dite unifiée. C'est lorsque nous avons une même organisation, le même personnel et les mêmes utilisateurs. Ça, c'est utilisé surtout lorsque on est dans une zone où il n'y a aucune autre institution de développement qui puisse apporter des services, aucune autre que l'institution de microfinance éventuellement. Et donc, pour avoir plus d'impact, cette institution est donc obligée d'utiliser donc le staff existant. Le défi pour ça, donc, c'est l'engagement de l'institution, donc l'engagement du staff pour offrir plusieurs services. Donc, et aussi pouvoir former le staff, le personnel sur ces différents services. Donc, de fait, ils ne sont pas spécialisés, ils ne peuvent être spécialisés que dans un ou peut-être deux domaines, mais au-delà de ça, ça devient un peu plus difficile. Donc, on n'a pas des services de spécialistes, en fait. Mais le bénéfice, c'est que c'est plus efficace, plus contrôlable.
les services sont offerts de manière plus efficiente, avec un coût marginal faible, parce qu'on peut facilement couvrir les charges des services non financiers par les charges, par les revenus des services financiers, donc par les intérêts. À titre d'exemple, je propose donc 3 organisations qui sont là, qui sont des partenaires de Freedom from Hunger en Afrique de l'Ouest, donc le réseau des caisses populaires au Burkina, Kondo Jigima au Mali et le PADME au Bénin. J'aimerais parler maintenant des défis courants que l'on rencontre en termes de lorsqu'une IMF essaie de mettre en œuvre des services intégrés. Je les ai divisés en 2 types. Le premier type que je vais donc traiter sur ce diapo, et le deuxième type sera donc traité sur le diapo suivant. Donc, le premier type donc à regarder sur ce diapo, c'est les défis stratégiques. Et j'en ai identifié deux aspects en fait des défis stratégiques. Le premier, c'est donc l'appropriation et l'engagement au sein de l'institution. Souvent, ce qui arrive, c'est que la mission ne soutient pas clairement la livraison des services intégrés. Il peut arriver aussi que les raisons de l'intégration ne soient pas claires, suffisamment claires pour l'institution. Donc, de fait, leur rôle vis-à-vis de ça ne sont pas clairs non plus. Donc, en termes de solutions, et je dois préciser que ces solutions font partie de l'assistance technique standard que Freedom from Hunger fournit à ses partenaires. Donc, une manière d'aborder ça, c'est d'établir comment les services intégrés contribuent à la réalisation de la mission organisationnelle. Faire ce lien entre la mission et la stratégie des services intégrés de manière à ce que le staff comprenne bien le rôle et le pourquoi des services intégrés et en quoi cela vient donc soutenir la mission de l'organisation. La communication est un élément clé dans ce contexte-là aussi également. Donc, il s'agit pour l'institution de développer une communication très claire, simple mais claire, en direction de son personnel. Il y a aussi la question de l'expertise du personnel que j'ai mentionné brièvement avant. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que l'institution a du mal à identifier, sélectionner et recruter et continuer de former de manière courante le staff. Et ça, c'est vrai surtout pour l'approche unifiée où on utilise le même staff pour plusieurs services. Donc, une manière d'approcher ça, c'est d'avoir une bonne description de tâches très claire, un suivi donc de la part des responsables très efficace et surtout d'avoir un plan de formation clair et soutenable pour le personnel, parce qu'il est clair que le personnel ne va pas, surtout le personnel du terrain, ne va pas absorber toutes les composantes à livrer aux bénéficiaires. Ils ne vont pas absorber tout en une fois. Donc, il est nécessaire d'avoir un plan de formation pour eux, de manière à ce qu'ils puissent recevoir la connaissance dont ils ont besoin au moment voulu, de manière à pouvoir livrer les services selon la qualité attendue. Donc, toujours concernant les défis courants, maintenant les défis opérationnels. Même chose ici, j'en ai identifié
deux catégories. Donc la première catégorie est liée donc concerne donc la structure de livraison du service. Donc comment est-ce que le service intégré est structuré sur le terrain. Donc, ce qui arrive souvent, donc, il y a une difficulté pour structurer et assurer une bonne synchronisation des services sur le terrain. Une manière de résoudre ce problème-là, donc, est donc de concevoir donc ce mécanisme d'offre de services qui répondent bien aux besoins des clients, mais tout en regardant l'intérêt de l'organisation, ce que l'organisation est capable de faire, parce qu'il faut que ce soit soutenable pour l'organisation, et l'organisation peut ne pas pouvoir soutenir, offrir tous les services que les clients veulent de la manière dont ils le veulent. Donc, il y a donc un équilibre à trouver. Il y a aussi la question du financement. Je disais tout à l'heure que augmenter des services complémentaires, ajouter des services complémentaires, c'est des coûts additionnels. Et il faut qu'on puisse assurer que le financement est sécurisé pour atteindre le point mort de manière à ce que ce point mort arrive un peu plus tard dans le temps à cause des coûts plus importants, et il faut que ce soit programmé. Donc, nous aidons souvent nos partenaires à faire des projections financières adéquates pour couvrir les charges. La dernière catégorie de défis, donc ça concerne les systèmes et outils de gestion. Ce qui se passe en général, c'est que les systèmes et outils de gestion existants sont conçus pour la gestion des services financiers uniquement. Et l'ajout donc de services non financiers vient un peu défier, déranger ces systèmes qui sont là. Donc il est important que un processus de réadaptation puisse être engagé de manière à ce que les systèmes de gestion existants puissent être étendus aux services non financiers. Un bon exemple de ça, c'est le système d'information et de gestion qui peut ne pas être conçu pour suivre et transmettre les performances, mettons, de la composante éducation, par exemple. Et il faut qu'une adaptation rapide puisse être faite pour que ce soit assuré. Maintenant, qu'est-ce que Freedom from Hunger peut faire pour aider les IMF à offrir donc des services intégrés? Donc, très brièvement, nous pouvons donc aider sur la conduite d'une étude de marché. Nous pouvons également aider sur la configuration donc du service, comment ça va être structuré et les choses organisées sur le terrain. Nous pouvons faire des formations donc sur les services non financiers, que ce soit les produits d'éducation dans les domaines que j'ai mentionnés, mais aussi d'autres types de services non financiers, donc par exemple les services de protection de la santé et autres. Nous faisons aussi de l'appui pour l'adaptation des systèmes de gestion et les systèmes et outils de gestion existants. Et aussi, bien sûr, lorsqu'il y a un problème important et que l'organisation est en partenariat avec nous, nous intervenons pour aider donc à résoudre le problème. Sur ce dernier diapo, donc je voudrais juste mentionner la manière
dont nous pourrions intervenir pour appuyer dans les domaines que j'ai mentionnés sur le diapo précédent. Tout d'abord, nous mettons à disposition aux IMF intéressés tout le matériel, les documents insistant sur la mise en œuvre, la mise en place des services intégrés. Donc, que tout IMF peut prendre, utiliser, essayer de mettre en œuvre son propre programme. Deuxièmement, nous pouvons faire des formations donc sur la base donc de ce matériel, de ces documents, faire des formations directes donc aux institutions de microfinance pour le staff pour la mise en œuvre des services intégrés et pour une meilleure utilisation donc de ces outils. Et enfin, pour les institutions qui sont intéressées, on peut avoir des relations plus profondes à travers une assistance technique dans le cadre d'un partenariat, ce qui entraîne donc un appui plus personnalisé de notre part pour aider donc l'institution intéressée à développer les services intégrés. En tout état de cause, je voudrais vous inviter donc, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations ou à développer des services intégrés, de ne pas hésiter donc à m'envoyer un email. Mon adresse email donc, figure sur le bas de ce diapo. Donc, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir pour nous d'aider. Voilà. Je serais heureux maintenant de prendre des questions. Je suis sûr que vous en avez, que ce soit des questions de clarification ou des questions de choses que vous attendiez qui devraient être couvertes, discutées dans le cadre de cette présentation, qui n'ont pas été couvertes. N'hésitez pas. Voilà. Je voudrais dire que vous avez l'opportunité donc pour les questions de lever le doigt. Vous avez sur votre écran donc une petite main. Si vous avez des questions, donc vous cliquez là-dessus et nous vous donnerions la parole. Ou alors, vous pouvez envoyer un chat, un petit message. Regardez sur le bas droit de votre écran et envoyez les questions. Voilà. J'ai déjà quelques questions. Donc, à travers donc le chat. Une première question de Monsieur Sylvestre en vous, qui demande donc quelle place vous voyez pour les associations professionnelles dans la diffusion des services que vous proposez. Je pense que les associations professionnelles ont un rôle majeur à jouer et ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle la présente conférence est organisée en collaboration avec l'AFNIN, qui est une association d'associations. Je pense que leur rôle se situe dans le cas de l'information, de la diffusion de l'information et surtout de l'identification des IMF qui seraient donc intéressés à faire des services intégrés. Et donc, je pense que c'est un rôle très, très important. Et ce rôle aussi peut aller dépendant des capacités donc des associations professionnelles, non seulement des capacités, mais de l'intérêt des associations professionnelles à pouvoir absorber donc la technologie des services intégrés, donc être formé là-dedans de manière à pouvoir donner
de l'appui à leurs membres. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et qui se situent sous les responsabilités normales et habituelles d'une association association professionnelle. Je donne la parole à Monsieur Ndam Joseph Mbombo. Allez-y. Oui, je peux parler directement? Oui, allez-y. Ok, d'accord, merci. Je voudrais que tu reviennes sommairement sur l'approche parallèle de la prestation de services intégrés. Et ensuite aussi, évidemment, nous en Afrique centrale, au regard de la carte de distribution de votre installation, vous voyez que nous sommes complètement absents. Bon, je voudrais savoir dans quelle mesure les IMF, les usagers d'IMF de notre région peuvent profiter de ces services. Est-ce que des cabinets comme les nôtres ou est-ce qu'il y a un programme pour arriver ici? Voilà, merci. Très bien. Merci beaucoup pour votre question. En ce qui concerne l'approche parallèle, donc ce dont il s'agit, comme je disais, c'est vraiment lorsqu'une institution souvent assez importante dans une zone est capable d'offrir plusieurs types de services, non seulement des services financiers, mais une série de services non financiers, décide donc d'intégrer donc ces différents services pour viser la même cible. N'oubliez pas la définition donc des services intégrés qui est donc d'offrir de manière délibérée de multiples services à une même cible. Il faut que ce soit une même cible. Donc cette organisation donc utilise ces différentes ressources, mettons un département de microfinance qui est là, donc qui va donner les services financiers, et aussi en parallèle un département de sensibilisation, éducation qui va peut-être faire de l'éducation sur le palu à la même cible. Et puis troisième département plus intéressé, spécialisé sur l'éducation financière qui va donner l'éducation financière à la même cible. Donc, différents départements de la même organisation qui vont donner donc des services à une même cible. Donc, c'est ça l'approche parallèle. Et donc, à titre d'exemple, je parlais donc de World Vision qui donc a des institutions de microfinance, mais aussi d'autres types de personnel spécialisé qui travaillent pour les bureaux nationaux de World Vision qui arrivent à donner donc les mêmes d'autres services aux membres, aux bénéficiaires en fait. J'espère avoir répondu à votre question. Je donne maintenant la parole à Madame Fatoumata Keita pour sa question. Allez-y. Je peux? Oui, allez-y. Bonsoir Christian. Bonsoir. Madame Traoré depuis Bamako. Donc nous vous remercions de la qualité de l'exposition. Donc l'exposé a été très riche pour nous. Merci. Moi j'ai juste une question par rapport aux différentes approches institutionnelles de livraison du produit. L'approche liée. Oui. Moi je voudrais savoir, il y a deux institutions, l'une livre le service financier, l'autre l'éducation. En termes de qualité, est-ce qu'il y a un contrat ou une convention entre ces deux institutions qui assure vraiment la qualité du service globalement, quoi? Très bien. Et l'autre point, c'est juste si nous pouvons avoir le fichier de la présentation diapo en mail, quoi. Merci. Très bien. Ouais. J'essaie d'aller sur le diapo en question parce qu'il y a pas mal de questions par rapport à ça. Ouais. Donc,
ce que je voudrais dire par rapport à l'approche liée, c'est donc plusieurs organisations qui opèrent dans la même zone et chaque organisation va venir avec son expertise. Donc, mettons une institution de microfinance et une ONG spécialisée dans les services dans l'éducation santé. Et donc, ce qui se passe, c'est que les deux organisations vont se mettre ensemble pour dire nous allons apporter donc nos services respectifs à la même cible, dans la même zone. Et donc, en général, la manière dont ça se passe, il y a toujours une organisation qui commence, qui démarre, et l'autre arrive. Et l'organisation qui démarre et qui est en train de donner déjà le service à la vision de vouloir apporter plus d'impact. Donc, contacte une autre ONG qui est là et qui dit, bon, vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine. Est-ce que vous pouvez donner ces services, ou donner de l'appui à cette cible que je suis en train déjà de servir? Et donc, votre question qui est très importante, qui est de savoir qui est en fait le responsable, qui est comptable de la qualité des services. C'est assez difficile à savoir parce que ça dépend de comment les choses ont été nouées. La plupart du temps, si les groupes qui ont été formés par l'institution de microfinance, c'est elles qui se sont un peu responsables en face donc de ces groupes-là et signe un contrat avec l'institution, l'ONG, qui est prestataire de services donc avec bien sûr un contrat avec toutes les performances, les attentes de performance qu'on attend de l'ONG et tout. Donc, c'est un peu comme ça se passe et c'est en tout cas comme ça que ça se passe avec l'exemple que j'ai donné en Afrique du Sud. Oui, les documents seront, cette présentation sera postée sur le site de la conférence et ce que nous sommes en train de faire là, cette séance est enregistrée et ce sera aussi posté sur le site de la conférence. Donc non seulement vous aurez les documents en PowerPoint, mais vous aurez aussi cette présentation avec ma voix, vos questions et tout et tout. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Ali Ouedraogo. Vas-y, Ali. Oui, merci Christian, merci donc pour cette pertinente présentation. Moi, je voulais plutôt faire un commentaire en lien effectivement à l'intégration pour dire que le besoin se fait sentir au niveau d'un certain nombre d'organisations, mais en réalité, la préparation ou la programmation n'est pas toujours évidente. Ce qui fait que lorsque les institutions s'engagent, c'est sans une maîtrise de la situation qui pourrait, à laquelle ils pourraient arriver. Et cela fait que l'accompagnement du processus peut être confronté à des obstacles majeurs, soit sur le plan institutionnel ou au niveau terrain, du fait qu'il n'y a pas une préparation suffisante des clients ou même que au niveau de la mission sociale, on n'a pas suffisamment analysé la situation. Donc, ce qui fait que une des pratiques, tu l'as abordé un peu dans ton exposé, une des pratiques à Freedom from Hunger, c'est que
lorsqu'on souhaite aller à l'intégration, qu'il y ait au préalable ce qu'on appelle une planification stratégique, où il serait question, n'est-ce pas, d'interroger donc la possibilité d'intégrer efficacement les services non financiers aux services financiers lorsqu'on est déjà dans le domaine de la microfinance, d'interroger également notre mission sociale pour voir si nous, effectivement, nous sommes à mesure de réaliser une adéquation entre, n'est-ce pas, cette projection vers l'intégration et ce que nous sommes réellement. Donc, voilà, je voulais juste insister sur ces aspects-là. L'intention peut-être de ceux-là qui ne se sont pas encore prêtés à l'exercice et qui auraient l'intention de le faire, que dans la démarche de Freedom from Hunger, cela est prévu. Merci. Très bien. Et merci beaucoup, Ali, pour cet apport basé donc sur ton expérience donc des services intégrés. Effectivement, il est important que l'institution sache très bien dans quoi elle s'engage et l'aspect d'interroger sa mission et de bien s'assurer que ces services intégrés viennent soutenir la mission est très importante et un exercice que Freedom from Hunger essaie de mener avec toute institution avec lesquelles nous travaillons. Merci beaucoup, Ali. Il y a d'autres questions qui sont venues donc par le chat. Donc, il y a une question de M. Abou Nguessan qui demande comment obtenir un plus grand impact avec des coûts opérationnels moindres. C'est-à-dire comment être plus efficace dans le développement des services intégrés, nonobstant les appuis de Freedom from Hunger. Ça, c'est une question très importante et très intéressante. Et le but de la manœuvre, comme je disais, donc c'est commencer à offrir ces services intégrés, mais le faire de manière pérenne. N'oubliez pas que il est important que si l'offre des services intégrés vise à répondre à des besoins plus importants et plus variés des bénéficiaires, il faut que cela se fasse aussi dans le respect, dans la limite de la capacité non seulement opérationnelle, mais aussi financière de l'institution. Donc, ce que nous conseillons, une manière de procéder pour ce genre de choses, c'est d'y aller peut-être par un projet pilote de petite taille dans une zone qui vous permettrait donc non seulement de tester la méthodologie qui a été mise en place, voir opérationnellement comment ça se passe, quelles sont les pressions et les contraintes que ça exerce sur l'institution, et donc documenter tout cela et bien sûr documenter l'aspect financier, comment le retour se fait, et sur cette base-là, faire une extension plus importante. En termes de coûts, il est, selon nos recherches et notre expérience, on a vu que les coûts sont moindres lorsqu'on utilise l'approche unifiée. C'est évident parce qu'on a moins de personnel à gérer, donc moins de salaires à payer, mais on a bien sûr la contrainte et la pression de pouvoir avoir un bon staff un bon personnel qui peut donc faire plusieurs choses. Et ça, c'est souvent
la difficulté pour ce genre d'approche. Mais on gagne beaucoup sur les coûts parce que c'est plus efficace. On peut faire plusieurs choses à un même personnel. Donc, c'est vraiment une approche d'apprentissage en même temps pour l'institution. Donc, lancer un petit, faire un projet pilote, regarder comment ça marche et avant ça, faire un choix stratégique sur l'approche institutionnelle à mener en fonction de son contexte. Si on a le luxe de pouvoir d'avoir des ressources subventionnées pour faire l'approche parallèle, on peut le faire, mais tout ça doit être mis en balance pour avant le lancement. Et nous, à Freedom from Hunger, nous appuyons les institutions de microfinance dans ce genre de considération et de réflexion avant le lancement. J'espère avoir répondu à votre question. Il y a une autre question de M. Gombleu-Médard qui dit que les services intégrés sont-ils réservés aux grandes institutions de microfinance ou peuvent-ils être développés par de petites ONG? Je pense que toute organisation qui le veut et qui a une mission qui soutient cela peut faire les services intégrés, peut les offrir, aussi bien les IMF, mais les IMF de toute taille peuvent le faire que les ONG. Donc, c'est une question de mission et une question de capacité opérationnelle qu'on a et surtout la volonté de l'organisation à mettre en œuvre, à mettre en place cette capacité-là pour pouvoir lancer donc le service. Donc, il est évident que plus l'institution de microfinance est importante, plus facile ce sera pour elle d'absorber cette nouvelle technologie, mais plus difficile ça lui sera de faire des adaptations sur ces systèmes de gestion. À l'opposé de l'institution, de la petite institution de microfinance qui démarre, ce sera peut-être un peu plus difficile d'absorber la technologie, la formation du personnel et tout. Mais ils ont l'avantage donc de pouvoir développer les services, disons les systèmes de gestion déjà autour du crédit avec éducation configuré donc sur le crédit avec éducation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais retourner voir. Ouais, je vais prendre encore une question qui est venue, une des questions venues par écrit. Alors la question suivante, c'est de Madame Suzanne Samandoulougou, qui demande vous travaillez avec quelle catégorie d'IMF? Un réseau, petite taille? En fait, nous avons, de manière historique, nous avons privilégié des institutions de grande taille. Et la raison pour cela, c'est une raison stratégique, simplement parce que ces institutions de grande taille ont des infrastructures beaucoup plus étendues. Et le raisonnement que nous faisions, c'est de dire que ces institutions, une fois qu'elles ont adopté et acquis la méthodologie, pourront toucher beaucoup plus de membres, beaucoup plus de clients grâce à leur infrastructure déjà existante. C'est ce qui nous a amené donc à travailler essentiellement avec les grands réseaux de coopératives d'épargne et de crédit donc en Afrique de l'Ouest. Mais ça ne veut pas dire que les services intégrés sont réservés aux grosses institutions. Comme je viens de le dire, toute institution peut le faire. Les institutions de petite taille peuvent le faire.
visant donc un nombre moins important de clients, mais apportant cet impact plus important avec plus de services offerts. Donc, évidemment, les défis, comme j'ai dit, sont différents selon qu'on est une institution de grande taille ou de petite taille. Et la question concernant les réseaux, nous travaillons aussi avec les réseaux et ça, c'est une stratégie que nous sommes en train d'encourager le plus, qui consiste donc à travailler avec des réseaux d'IMF existants visant à faire adopter par le réseau la technologie des services intégrés de manière à ce que les membres du réseau puissent soutenir, apporter, former, apporter de l'appui donc aux membres du réseau qui sont intéressés. Voilà. Merci pour votre question. Je vais retourner donc à prendre une question à voix orale de Madame Keita Fatoumata. Allez-y. Allô? Allô, oui. Christian? Allez-y, oui. Ouais, ça va. Écoute, Ok. ouais. Donc, je voulais juste poser une question par rapport à toujours à l'approche liée. Donc, vous avez parlé de l'institution, mais quand nous prenons les institutions de microfinance à grande taille, Oui. comme est-ce que nous pouvons faire ça? Merci. Très bien, merci pour la question. Oui, l'approche intégrée est possible pour donc les institutions à grande taille. Bon, une institution, le point ici concernant l'approche liée, c'est lorsque on se trouve dans une zone où on a plusieurs institutions spécialisées dans des domaines particuliers et qui ont chacune leur propre expertise et qui peuvent donc être utilisées pour donner du service à un même groupe. Donc, je pense que lorsqu'on a un contexte qui respecte donc cette condition, oui, on peut le faire. L'approche liée ne dépend pas tant de la taille de l'institution, mais plutôt de combien l'environnement est doté d'institutions de développement capables de donner des services aux pauvres. Et lorsqu'on a ça, toute institution, grande ou petite, peut donc rentrer dans une collaboration, un partenariat avec d'autres organisations qui sont dans la zone pour coordonner leurs services offerts aux bénéficiaires. Voilà. Je vais prendre une question de Monsieur Joseph, une dame. Je vous donne la parole. Allô? Allô, oui, allez-y. Allô, c'est bon? Ok. Ça a surtout développé dans les gains de l'approche intégrée, qui a surtout développé les aspects sociaux, les gains sociaux pour les usagers, pour les IMF. Je pense que dans le contexte camerounais, plus généralement des établissements de microfinance qui ont une visée essentiellement commerciale, il serait aussi bon de parler des gains commerciaux qui existent et qui sont nombreux. Par exemple, lorsqu'on performe les usagers de la microfinance, on en fait des clients plus bancables parce qu'il y a moins de risques de avoir avec eux et puis ils sont plus productifs. Et donc, forcément, la microfinance a été plus sécurisée. Il y a plus de dépôts, etc., etc. Donc, je pense qu'il faudrait aussi un peu s'appesantir sur ce genre de gain qui n'est pas la moindre chose pour les établissements de microfinance. Voilà, c'est le que je voulais faire. Ouais. Merci.
Merci beaucoup pour votre question. Si j'ai bien compris, donc le point ici, c'est de voir un peu quelle est la place un peu de la tendance de la microfinance commerciale par rapport aux services intégrés. J'espère que c'est ça, j'ai bien compris. Si ce n'est pas le cas, merci de m'aider à mieux comprendre. Oui, ça c'est une question importante et souvent ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une opposition entre la microfinance commerciale avec la microfinance visant les pauvres et donc utilisant la stratégie des services intégrés. Je pense que ces deux types de services financiers, de microfinance, en fait, visent tous à continuer à pouvoir donner des services à leurs cibles de manière soutenable et pérenne. Et ça, c'est vrai pour toute institution. Et continuer de donner des services à leurs membres. Mais bon, l'approche est peut-être différente et je pense que ce qui est important ici, c'est de voir combien l'institution est prête à apporter donc plus de services à ses membres et combien l'institution est intéressée à toucher des cibles plus pauvres. Par nature, les services intégrés vise à toucher des cibles plus pauvres, souvent dans des zones plus reculées, où la micro-entreprise ou bien les services financiers n'ont pas un retour immédiat tout de suite, mais c'est là que vivent les gens les plus pauvres. Donc c'est une question de mission. Et je pense que si l'organisation a une mission de toucher les plus pauvres de manière pérenne et soutenable, les services intégrés sont une stratégie importante et intéressante pour elle, pour le faire. Donc encore une fois, j'espère avoir bien compris la question, mais si ce n'est pas le cas, merci de me le faire savoir. Je vais prendre donc la question de M. Ibrahima Sorisissé, qui a le doigt levé depuis quelques minutes. Allez-y, je vous donne la parole. Allô? J'arrive pas à vous céder le micro, le système ne répond pas. S'il vous plaît, si vous, Monsieur Sori, si vous pouvez poser votre question par écrit, ce serait bien. Merci beaucoup. Donc là, je vais donner la parole à Madame Suzanne Samandoulougou. Allez-y. Allô? Allô, oui? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, merci. Ah, ok. Je vous remercie pour ce bel exposé qui m'a été vraiment d'un grand apport. Maintenant, bon, je voulais en fait que vous reveniez sur le diapo où on fait le lien entre l'éducation informelle, les services financiers, les produits et ou services de santé. Je n'avais pas bien aperçu les liens. Vous pouvez m'aider à... Est-ce que c'est ce diapo? C'était en fait après le train. Ah, d'accord. C'est celui-ci alors? Oh, voilà. Très bien. Très bien. Donc, non, ici, simplement, il s'agissait pour nous de visualiser donc comment les différentes composantes peuvent jouer ensemble et
donc donner un impact plus important. Donc, la première étape, donc, c'est d'avoir une institution, donc des institutions capables donc de livrer ces services intégrés. Donc, comme je disais, des institutions qui ont une mission qui va dans ce sens et dont la mission est très clairement, disons, articulée avec la stratégie des services intégrés. Et une institution aussi capable d'opérer à grande échelle parce que vous ne voulez pas toucher 50 ou 100 personnes, mais beaucoup plus, et puis le faire de manière pérenne. Et donc, la deuxième boîte que vous voyez donc montre un peu les différentes composantes qui entrent en jeu. Donc, les services financiers en premier, parce qu'on fait l'hypothèse que c'est une institution de microfinance qui donc démarre. Et en plus des services financiers, il y a l'éducation que donc cette IMF offre ou bien décide d'offrir. Et il peut y avoir d'autres types de services non financiers, genre mise en relation avec des prestataires de services de santé et autres. Donc ça, c'est le paquet de services intégrés donc, qui est offert. Et donc, vous voyez donc comme résultat donc intermédiaire, il y a donc une meilleure rentabilité donc de l'entreprise, donc du fait probablement des services d'éducation sur la micro-entreprise, une meilleure capacité donc à gérer les crises financières au sein du ménage qui vient peut-être donc des services sur l'éducation financière, quelque chose comme ça. Le service financier peut donc, le fait que le service financier, donc le crédit, donne l'opportunité à la personne de pouvoir investir, augmenter donc sa micro-entreprise, lui permet donc d'avoir des revenus plus importants, donc et un meilleur contrôle donc de ses revenus financiers. Et puis aussi il y a d'autres retombées immédiates, donc la confiance en soi améliorée, par exemple un capital social accru qui vient en général de la combinaison de plusieurs choses, probablement du fait que les gens sont en groupe, donc se supportent mutuellement, prennent des responsabilités dans leur groupe et tout ça leur donne l'occasion de montrer qu'ils peuvent se prendre en charge. Donc c'est un peu ça. Et tout ça, ça donne une meilleure ouverture, un meilleur accès aux ressources de leur environnement en général et pour finir une meilleure sécurité alimentaire. À Freedom from Hunger, nous considérons la sécurité alimentaire améliorée comme un indicateur d'amélioration du statut en termes de pauvreté des bénéficiaires. Une personne qui a eu une meilleure sécurité alimentaire est moins pauvre. Elle n'est pas peut-être sortie totalement donc du cercle de pauvreté, mais à un niveau un peu moins dramatique que si la sécurité alimentaire n'était pas assurée. Voilà, j'espère que j'ai couvert votre question. On va prendre, on a encore une dizaine de minutes, je pense. Je vais prendre la question de Monsieur Gombleu, Bédard, qui demande faut-il conditionner l'octroi des microcrédits à la participation aux séances d'éducation où l'éducation intervient dans le suivi pendant les séances de recouvrement. Réponse rapide à ça, c'est votre deuxième option.
Et effectivement, les séances d'éducation interviennent pendant les séances de remboursement. Donc, lorsque les réunions se font, les transactions financières se tiennent et le reste du temps est utilisé donc pour l'éducation. Et c'est là que la notion de plateforme est intéressante, qui est donc d'utiliser ces groupes qui se réunissent souvent de manière périodique, d'utiliser donc cette plateforme pour apporter plus en termes de connaissances ou en termes d'autres services, de manière à tirer au maximum profit de cette plateforme, de cette opportunité que les membres ont de se réunir souvent. Voilà, merci. Je vais prendre la question suivante, donc, qui est venue par écrit de Monsieur Sylvestre, donc, vous, qui demande qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'expérience que vous aviez avec le PADME au Bénin. Donc, avec le PADME, nous avons démarré un partenariat où nous avons formé le PADME sur la mise en œuvre du crédit avec éducation. On a démarré, donc, je crois que c'était dans les années 2004-2005. Et par la suite, on a renforcé, donc, sur la base de l'intérêt du PADME pour faire plus, renforcer donc notre appui pour les aider à développer donc des services de protection de la santé. Donc, à partir donc, de l'éducation sur la santé, ils se sont ouverts vers d'autres types de services non financiers, donc incluant donc la distribution de moustiquaires et de condoms. Et la distribution de moustiquaires vient un peu renforcer donc l'éducation qu'ils faisaient déjà sur le palu. Et la distribution de condoms vient donc renforcer l'éducation qu'ils faisaient sur le VIH-Sida. Et le PADME veut aller plus loin, où ils ont commencé à travailler sur un modèle de micro-assurance. Et à ce stade-ci, ils sont à un stade vraiment très, très préliminaire de cela. Voilà pour notre expérience avec le PADME. Je vais prendre la question de Madame Yolande Ouedraogo. Donc, ma question se rapporte aux 3 types d'approches liées, parallèles, unifiées. Par exemple, laquelle est plus pérenne et la moins coûteuse? Très bonne question. Comme je l'ai dit, la moins coûteuse parce que la plus efficiente est l'approche unifiée. Et c'est la raison pour laquelle Freedom from Hunger en tant qu'organisation a fait beaucoup plus la promotion de cette approche que les 2 autres. Elle est moins coûteuse parce que on capitalise sur moins de staff, moins de personnel donc à recruter et à gérer, donc moins de pression au niveau de l'organisation pour donc gérer tout ça. Et c'est elle, à mon avis, la moins coûteuse. Mais bien sûr, en termes de pression, de défis pour la formation du personnel et tout ça, c'est un peu plus difficile que pour les autres. Donc, encore une fois, c'est une balance à trouver, un équilibre à trouver dans les différentes approches. Je vais prendre la question de Monsieur Akominasi, qui demande: je voudrais savoir comment faire pour supporter les charges liées aux services intégrés, lorsque nous savons que dans le milieu rural, les services financiers ne sont pas assez rentables vu la taille des crédits.
ou avoir des financements pour ces services non financiers. Donc, c'est une question importante. Je suis en train de réfléchir par quel bout l'aborder. Bon, en fait, très clairement, lorsqu'on prend l'approche unifiée, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir faire couvrir les charges des services non financiers, donc qui ne génèrent pas de revenus, par les services financiers. Et dans cette approche, on peut le faire plus facilement. C'est un peu plus difficile que dans le cadre des autres approches. Oui, dans le milieu rural, souvent nous avons des petits prêts de très faible montant, donc avec un retour beaucoup plus difficile. Mais c'est aussi là qu'on a une capacité de pouvoir gérer, donc former des groupes et lorsqu'on a un staff positionné par exemple dans le village, ça réduit les coûts donc d'aller et venir et permet donc à l'institution d'offrir le service sans sans entraîner une augmentation trop importante de ces charges opérationnelles. En termes de financement, donc il y a énormément d'organisations prêtes à soutenir les services intégrés qui sont là, que vous pouvez donc contacter. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter et nous pourrions en discuter et voir comment faire. Une toute dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps, que je vais prendre. Ben, finalement, je pense que nous avons épuisé les questions. Je suis en train de m'assurer. Oui, je pense que nous avons épuisé toutes les questions. Très bien, donc il nous reste quelques 2-3 minutes. Je voudrais utiliser ce temps qui reste pour faire une petite annonce. Vous allez donc voir sur le site, où vous avez peut-être déjà vu sur le site, que Freedom from Hunger a conduit en collaboration avec une école de santé publique dans l'État de la Caroline du Nord sur donc l'offre des services financiers à travers les institutions de microfinance. Donc c'est une enquête que nous avons menée. On a contacté une série d'institutions de microfinance qui ont donc répondu, et l'idée c'est que ces institutions partagent leur information, leur expérience sur l'offre de services de santé en tant qu'institution de microfinance. Vous pouvez donc avoir accès et voir un peu les résultats préliminaires que nous avons obtenus. Donc, il suffit donc de cliquer sur le lien qui vous invite à le faire. Mais aussi, nous aimerions vous inviter à participer à l'enquête. Donc, il suffit de cliquer sur le deuxième lien qui vous invite à faire ça, et vous pourriez donc prendre l'enquête. Nous vous encourageons à faire ça. Ça nous aidera à avoir des résultats plus convaincant, j'allais dire, et beaucoup plus varié. Je voudrais donc terminer en vous remerciant pour votre participation. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres questions que nous n'avons pas couvertes ici, mais je vous invite à aller directement sur le site de la conférence et les poser de manière à ce qu'on ne les rate pas.
Allez, merci beaucoup et bonne fin de journée.